Bonjour à toutes et à tous. Nous allons présenter le chapitre 14, émission et perception d'un son. Comme d'habitude, apparaît un tableau qui donne les notions des contenus ainsi que les capacités exigibles de la partie du programme impliquée dans ce chapitre. Nous reviendrons dessus en fin de chapitre. Donc, première partie, émission et propagation d'un signal sonore. Nous allons essayer de comprendre le principe de l'émission d'un signal sonore. Alors, nous partons d'un exemple, d'un diapason. Diapason, c'est un appareil que nous avons rencontré en TP. Voici un diapason, c'est-à-dire un ensemble de deux tiges métalliques. C'est un appareil qui est très utilisé par les musiciens pour accorder certains instruments. On dispose aussi d'un marteau. Avec ce marteau, on va frapper une des branches du diapason. Allons-y, on frappe et malheureusement, on a un son très faible que l'on n'arrive pas à percevoir ici. Alors, on va placer un doigt sur le diapason et on va avoir une sensation de vibration. Autrement dit, lorsqu'on a frappé le diapason avec le marteau, eh bien, on a mis en vibration les branches du diapason. Mais malheureusement, le son n'a pas été très fort. Comment faire pour amplifier ce son? Eh bien, on va placer le diapason sur une caisse de résonance. Regardons donc maintenant le diapason placé sur sa caisse de résonance. La caisse de résonance, ici, c'est une caisse creuse. Voilà. Alors on va frapper avec le même marteau. Alors voilà le marteau. On frappe l'une des branches du diapason avec le marteau. Allons-y. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on entend cette fois-ci un son qui est assez intense. La frappe du diapason a donc engendré un son amplifié. Autres exemples d'émissions de signaux sonores. Les exemples sont multiples. Mise en vibration de cordes, par exemple. En nos cordes vocales, lorsqu'on parle, eh bien, les cordes que l'on a se mettent à vibrer, et la caisse de résonance, eh bien, c'est le tuyau dans lequel se trouvent les cordes vocales. D'autres exemples, les instruments à cordes, tels que guitare et violon, on sait très bien que tous ont des caisses de résonance. On peut aussi mettre en vibration des membranes, par exemple des membranes de haut-parleurs, de djembé, etc. On peut aussi mettre en vibration de l'air à l'aide d'instruments à vent, par exemple une flûte, elle a un bec, si on souffle dans le bec, on met en vibration de l'air qui est au niveau du bec. Voilà. Et la flûte elle-même, le corps de la flûte, eh bien, est une caisse de résonance. De même pour la clarinette, le saxophone, etc. Il y a donc souvent dans les instruments de musique présence de caisses de résonance pour amplifier le signal émis. Autrement dit, pour émettre un signal sonore, il faut faire vibrer un objet appelé émetteur. L'utilisation d'une caisse de résonance permet d'amplifier le signal sonore. Propagation d'un signal sonore nécessité d'un milieu matériel. Alors on va essayer de comprendre comment un signal sonore se propage de l'émetteur à l'oreille ou à tout autre récepteur. On va prendre l'exemple, propagation d'un signal sonore dans l'air. On va prendre l'exemple de l'air.
Alors voici ici un émetteur sonore, ici une clochette, et ici on va mettre à une certaine distance un détecteur, par exemple l'oreille, ça va être un récepteur sonore. Entre les deux, nous avons de l'air. Alors, l'air est un milieu matériel, constitué de molécules. Alors nous allons, pour simplifier, modéliser l'air qui se trouve entre la clochette, l'émetteur sonore et le récepteur, par un ensemble de molécules situées dans des plans tous parallèles entre eux et au repos. Évidemment, on sait très bien que c'est faux, mais on utilise cette modélisation pour mieux comprendre le principe de la propagation d'un signal sonore dans l'air. On va émettre le signal en mettant en vibration la clochette. Voilà, donc on a mis en vibration l'émetteur, et on peut se demander comment ce signal, cette vibration va arriver à l'oreille pour être perçu ensuite. Alors, les premières tranches d'air qui sont ici en contact avec la clochette vont être affectées par la mise en vibration de la clochette. Regardons un peu. Vous voyez que ici, eh bien, elles se sont rapprochées. On a alors provoqué une perturbation du milieu à cet endroit-là. Alors, est-ce que les choses vont en rester là? Eh bien non. Ici, voilà ce qui va se passer. Regardons. Là, eh bien, les tranches d'air qui ont été comprimées au départ reviennent à leur position d'équilibre et la perturbation a évolué vers un autre endroit du milieu. Alors, de nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Les tranches d'air qui sont ici perturbées vont pousser celles qui sont devant. Et voilà ce qui va se passer. Donc les tranches poussées apparaissent un peu plus loin et les tranches d'avant reviennent à leur position d'équilibre. Alors ainsi de suite, donc la perturbation va se transmettre de proche en proche jusqu'à dans l'air jusqu'à l'oreille. Donc autrement dit, la propagation du signal sonore de l'émetteur vers le récepteur va pouvoir être décrite comme une transmission d'une perturbation. Et là, comment donc l'oreille ici va réceptionner un signal sonore. On n'en est pas encore à la perception. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'oreille? Ces tranches comprimées vont venir taper sur le tympan et faire vibrer le tympan de l'oreille. À ce moment-là, eh bien, l'organisme va provoquer un influx nerveux qui va aller au cerveau et qui va permettre de percevoir le signal sonore. Le voici. Voilà donc un petit peu le mécanisme de transmission, de propagation d'un signal sonore dans l'air d'un émetteur à un récepteur. On peut se poser une petite question après avoir présenté cela. Question, si l'on fait le vide entre l'émetteur ici et le récepteur ici, on enlève toutes les molécules d'air, le son peut-il se propager? On va essayer de prévoir ce qui peut arriver. Réponse, si l'on fait le vide, il n'y a pas de molécules. Donc pas de perturbation possible suite à une mise en vibration de l'émetteur. Donc pas de propagation de la perturbation de l'émetteur au récepteur. Donc autrement dit, le son ne peut pas se propager dans le vide. Alors ça c'est une réflexion maintenant, mais il faudrait le vérifier. Alors on peut faire une expérience pour vérifier que le son effectivement ne peut pas se propager dans le vide. Alors, c'est une vérification expérimentale, c'est l'expérience de la cloche à vide. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre un smartphone sous une cloche
qui est posé sur une plateforme, et cette plateforme est trouée en dessous et est reliée à une pompe à vide. C'est-à-dire, on va aspirer l'air progressivement, l'air qui se trouve à l'intérieur de la cloche. Alors évidemment, on met en marche le smartphone, on envoie un signal sonore, enfin on communique avec le smartphone se met à sonner. Écoutons ce qui se passe au fur et à mesure que la pompe aspire l'air à l'intérieur de la cloche. Alors là, bien l'observation, c'est que, vous l'avez tous vu, la sonnerie tous entendu plutôt, la sonnerie du smartphone diminue lorsque le vide augmente dans la cloche. Cette expérience permet donc de prouver ce que l'on avait déduit par le raisonnement, que le son ne se propage pas dans le vide. Donc, un signal sonore ne se propage pas dans le vide, il a besoin d'un milieu matériel, solide, liquide ou gazeux pour se propager. Le milieu matériel transmet une vibration qui se propage de proche en proche, de l'émetteur au récepteur. Deuxièmement, vitesse de propagation d'un signal sonore. On va définir donc la vitesse de propagation. Définition. Donc, voici un émetteur sonore et voici un récepteur sonore qui est situé à une distance petit t. Entre les deux, il y a un milieu matériel. Donc, on va émettre un signal sonore, allons-y. Vous voyez qu'ici, il y a propagation, on le sait, du signal sonore de l'émetteur au récepteur à travers le milieu matériel pendant une durée qu'on va appeler delta t. À partir donc de la donnée de t et de delta t, on va pouvoir définir la vitesse de propagation. Donc, le signal se propage donc à une certaine vitesse v que l'on va définir. La définition est donc la suivante. La vitesse de propagation v d'un signal sonore dans un milieu matériel est donnée par l'expression v égale d, distance donc dont se propage le son pendant la durée delta t, évidemment divisée par cette durée. Unité système international utilisée dans cette relation, petit d étant mètre, delta t étant seconde, et v ici étant mètre par seconde, ou mètre seconde moins 1. Alors, le programme veut que l'on exige de l'élève qu'il sache citer une valeur approchée de la vitesse de propagation d'un signal sonore dans l'air. Donc, il faut retenir, c'est du cours, la vitesse de propagation d'un signal sonore dépend du milieu matériel dans lequel il se propage et de la température. Une valeur approchée dans l'air aux températures usuelles est de l'ordre de 340 mètres par seconde. C'est une vitesse que nous avons mesurée en TP. Influence du milieu de propagation. Alors, la vitesse de propagation d'un signal sonore est plus grande dans les solides et les liquides que dans les gaz. En effet, si on prend des solides ou des liquides, on peut les modéliser par des tranches, mais les tranches de matière sont beaucoup plus rapprochées l'une de l'autre dans les solides et les liquides que dans les gaz. Donc une perturbation en un point d'un solide, va se propager plus vite, va se transmettre plus vite à toutes les autres tranches dans les solides et les liquides que dans les gaz. Quelques estimations de V à température ordinaire. 340 mètres par seconde dans l'air, ça, il faut le retenir.
1,5 10 puissance 3 mètres secondes moins 1 dans le liquide, c'est-à-dire de l'ordre de 1500 mètres par seconde, 5,5 10 puissance 3 mètres secondes moins 1 dans l'acier solide, c'est-à-dire de l'ordre de 5500 mètres par seconde dans l'acier solide. Alors, il faut savoir comparer la vitesse du son dans l'air à d'autres valeurs de vitesse qui vous seront données. Alors, un petit exercice. On donne des estimations de valeur V de vitesse couramment rencontrée. Alors ici, l'automobile, 20 mètres par seconde. Avion de ligne, 250 mètres par seconde. Son dans l'eau liquide, 1,5 10 puissance 3 mètres secondes moins 1. Vitesse de la Terre autour du Soleil, 30 km par seconde dans le référentiel géocentrique. Héliocentrique, excusez-moi. Lumière dans l'air et dans le vide, 3,0 10 puissance 8 mètres par seconde. Comparer V à V son dans l'air, c'est-à-dire vitesse du son dans l'air aux températures ordinaires. Alors, un petit élément de réponse. Pour comparer deux valeurs d'une même grandeur, il va falloir en faire le rapport. Ça, il faut le savoir. Donc, comment comparer deux valeurs d'une même grandeur? Eh bien, ici, on doit en faire le rapport. Et ici, on doit faire le rapport vitesse, donc c'est la valeur de vitesse citée, divisée par la vitesse du son dans l'air. Alors, intéressons-nous au cas de l'automobile. Alors, au cas de l'automobile, on va faire V sur V son dans l'air. La vitesse de l'automobile, la valeur de la vitesse donnée, c'est 20 mètres par seconde, donc 20 mètres sur seconde, divisé par 340 mètres sur seconde. Si on fait l'opération 20 sur 340, on va trouver 0,060. Mais il n'y a pas d'unité, évidemment, puisque les mètres par seconde se simplifient. Voilà. Donc, un petit commentaire sur ce calcul. Eh bien, ça veut dire que V est de l'ordre de 6 centièmes, puisque 0,060 c'est 6 divisé par 100, donc V est de l'ordre de 6 centièmes de la vitesse du son dans l'air. Prenons le cas de l'avion de ligne. Alors on va pas refaire, on va donner les calculs, on va donner les résultats des calculs sans les poser. V sur son dans l'air égale 0,73. Donc, petit commentaire, V de l'ordre de grandeur de 80 centièmes de la vitesse du son dans l'air. Vous savez que V sur V son égale 73 centièmes, on dira c'est de l'ordre de 80 centièmes. Ensuite, le son dans l'eau liquide, si on fait le calcul, V sur V son dans l'air égale 4,4, un petit commentaire, V de l'ordre de 4 fois la vitesse du son dans l'air. Vitesse de la Terre autour du Soleil, dans le référentiel héliocentrique, on fait le calcul et on va trouver 88. Donc on pourrait dire que V est de l'ordre de 90 fois la vitesse du son dans l'air. 88, c'est voisin de 90. Et enfin, vitesse de la lumière dans l'air et dans le vide, le calcul tout fait donnera comme résultat 8,8 fois 10 puissance 5. Donc 8,8 c'est voisin de 10, donc autrement dit V sur V son dans l'air sera de l'ordre de 10 fois 10 puissance 5, c'est-à-dire 10 puissance 6. Alors un petit commentaire, c'est que la vitesse V est de l'ordre de 1 million de fois la vitesse du son dans l'air, la vitesse V de la lumière. Voilà. Troisième paragraphe, signal sonore périodique. Alors, essayons de voir un peu ce que c'est. Représentation temporelle d'un signal sonore. Alors, on va donner différents exemples. On va prendre l'exemple d'une cymbale, et puis, eh bien, on va faire émettre à la cymbale un son. Écoutons. Alors voilà, donc, un micro associé à un logiciel a permis d'obtenir cette courbe, ce graphique représentatif de la tension à la sortie du micro en fonction du temps. Voici donc la courbe obtenue après avoir frappé la cymbale. Donc cette courbe, cette représentation est appelée représentation temporelle du signal sonore.
temporelle, parce que le temps est en abscisse. Alors, intéressons-nous à un deuxième exemple, un exemple d'un piano. Alors, voilà, le musicien tape sur une touche, et on enregistre de la même façon, à l'aide de micro plus logiciel, la représentation temporelle du signal émis par le piano. Troisième exemple, un saxophone. Alors, on fait jouer le saxophone et on enregistre la représentation temporelle de ce signal. Alors, si on regarde ce dernier signal émis, il a une certaine particularité. C'est-à-dire que, regardons un petit peu, suivons ce signal à partir de cette date. Voici, ici, on suit le signal, et là, on voit que, quand on arrive à ce niveau-là, eh bien, le signal redevient pareil. C'est-à-dire qu'il y a répétition d'un certain motif que l'on va appeler motif élémentaire. Voilà, donc on va repasser en rouge ce motif élémentaire, et bien entendu, ce motif, on va voir qu'il va se répéter. Il va se répéter identique à lui-même. Voilà, répétition du motif au cours du temps. Voilà. Alors, à ce niveau-là, bien, on va essayer de mesurer, enfin de mettre en évidence l'intervalle de temps qui s'écoule entre cette date T1 et cette date T2. T1, début du motif, T2, fin du motif. Alors, regardons. Voilà. Et on va l'appeler grand T, cette durée. En grand T, c'est la période du signal émis par le saxophone. Nous allons mettre en évidence les autres périodes qui sont évidemment les mêmes, c'est-à-dire les durées des différents motifs élémentaires qui se répètent dans le temps. Voilà. Donc ce signal, eh bien, on dit que c'est un signal périodique, un signal sonore périodique de période grand T. Alors si on regarde les autres signaux, alors celui-ci ici, le signal de la cymbale, n'est pas du tout périodique, il n'y a pas de répétition de motifs élémentaires. Donc là, c'est un signal non périodique, un signal sonore non périodique. Le signal émis par le piano, lui, il est quasiment périodique. Donc voilà, bon, il n'y a pas répétition exacte du motif élémentaire, mais on peut dire que c'est tout de même un signal à peu près périodique. Voilà donc l'introduction. Tout cela pourquoi? Pour présenter un signal sonore périodique. Alors, à partir donc de l'exemple précédent, des exemples précédents, on va en déduire la définition d'un signal sonore périodique et la définition de la période. Alors, première chose à retenir, c'est qu'un signal sonore périodique est un signal qui se reproduit identique à lui-même à des intervalles de temps égaux. Deuxième chose, sa représentation temporelle, que l'on va noter U égale F de t, c'est-à-dire tension en fonction du temps, est une succession de motifs élémentaires identiques. Regardons ici la représentation temporelle d'un signal sonore périodique. On a repassé en rouge un motif élémentaire, et là, eh bien, on va mesurer la période. Alors, la période, comptée, c'est l'intervalle de temps entre cette date T1 et cette date T2. Alors, on les met en évidence. Voici ici T1, qui peut être mesuré, puis T2, ici, qui peut être mesuré, et évidemment, nous allons mettre en évidence l'intervalle de temps entre T1 et T2, c'est-à-dire la période grand T, qui est égale à la différence des dates T2 ici, moins T1 ici. Donc, à retenir, la période grand T du signal est la durée d'un motif élémentaire. Grand T est donc égal à T2 moins T1. Grand T est exprimé en secondes, symbole petit s,
dans le système international d'unité. Mesure d'une période. Alors, en TP, nous avons vu que si l'on a un signal périodique, on l'a enregistré, il est plus précis, si on veut mesurer une période, il est plus précis d'en mesurer plusieurs qu'une seule. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Pour mesurer une période grand T avec une bonne précision, il faut mesurer plusieurs périodes. Plus d'une période, donc 2T, 3T, 10T et plus. Puis diviser le résultat par le nombre de périodes mesurées. Un exemple de mesure de période, exercice, un petit exercice. Donc, on donne ci compte la représentation temporelle d'un signal sonore, voilà U fonction de T. Première question, pourquoi ce signal est-il périodique? Repasse en rouge le motif élémentaire, commençant à partir du point grand A, ici, ce point où il y a la pointe, ici, de la figure. Alors, pourquoi est-il périodique? Bien, il est périodique parce qu'il y a une répétition de motifs élémentaires. Si on part de cette pointe, on suit ici. Voilà un premier motif. Puis voilà un deuxième motif, jusqu'ici. Puis un troisième motif. Ils sont identiques. Il y a donc bien répétition de motifs élémentaires identiques. Donc, l'élément de réponse, le signal est périodique car sa représentation temporelle est une succession de motifs élémentaires. Alors maintenant, il faut mettre en évidence le motif élémentaire à partir du point A. Allons-y, traçons ce motif élémentaire, le voilà. Deuxième question, calcule avec une bonne précision la période grand T du signal en secondes. Alors, on a vu qu'il est préférable d'en mesurer plusieurs de périodes. Alors, si on en mesure deux, mettons, ça sera entre là et là. On voit qu'ici, on tombe entre 0,6 et 0,8. Ça va pas être facile de donner rapidement la valeur de deux périodes. Alors, si on mesure trois périodes, maintenant, entre là et là, on va tomber entre 8 et 10. Là encore, c'est pas trop facile. Entre là et là, donc on tombe entre 10 et 12, ça fait 4 périodes. 5 périodes maintenant entre là et là. Donc vous voyez qu'on tombe entre 12 et 14. Et 6 périodes entre 2,0 millisecondes et 16 millisecondes. Donc là, on tombe juste sur une graduation. Bon, ici, c'est plus pratique de mesurer 6 périodes entre donc 2 millisecondes, 2,0 millisecondes et 16 millisecondes. Donc mettons en évidence la date de départ. Donc on va le voir après. Bonne précision implique mesure de plusieurs périodes. Donc on va mettre la date de départ. Et ici, au point A, T1 égale 2,0 millisecondes. Ici, T2, sur cette pointe, égale 16 millisecondes. On a donc 6 T qui s'écoulent, 6 périodes qui s'écoulent entre 2,0 millisecondes et 16 millisecondes. Autrement dit, on va écrire 6T égale T2 moins T1 égale 16 moins 2,0 égale 14 millisecondes. Alors c'est évidemment la règle des décimales. Ici on n'a pas de décimale, ici on a une seule, on va en garder le minimum, donc on n'aura pas de décimale pour le résultat final. Cela implique que T égale 14 sur 16 égale 2,3 millisecondes. Voilà donc la méthode pour mesurer avec une bonne précision la période d'un signal sonore connaissant sa représentation temporelle. Fréquence d'un signal périodique. Alors, une définition à retenir, la fréquence f d'un signal sonore périodique est le nombre de motifs élémentaires par seconde. Une fréquence s'exprime en Hertz.
Donc, lorsqu'on l'écrit en toutes lettres, c'est H-E-R-T-Z, et en symbole, c'est grand H-Z. Présentons deux exemples. Premier signal périodique 1. On voit très bien que y a une succession de motifs élémentaires. On va mettre en évidence la période grand T1 de ce signal périodique, et on va mettre en évidence sur l'axe des temps une durée de référence, la seconde. Pourquoi? Parce que la fréquence, c'est le nombre de motifs élémentaires par seconde. Donc on va essayer de mettre une seconde en évidence sur l'axe des temps. Mettons-le en évidence. Voici 1,0 seconde sur l'axe des temps. Bon. Ensuite, deuxième exemple, un signal périodique 2. Voilà, un signal périodique 2. Donc, on voit très bien que on peut mettre en évidence la période T2, ici, qui est entre ces deux points, les deux points extrêmes du motif, et qui a bien effectivement une répétition de motifs élémentaires. On va de la même façon que tout à l'heure mettre en évidence la durée de référence 1,0 seconde sur le graphique. Voilà, 1,0 seconde sur le graphique. On a les mêmes échelles pour les deux graphiques en temps. Donc, là, on va poser trois petites questions. Alors, première question. Quelle est la période T1 et la fréquence F1 de ce signal? Ce n'est pas nécessairement un signal sonore, ça pourrait être autre chose. Donc, la période T1. Alors, on voit très bien que en une seconde, il y a deux motifs élémentaires qui défilent. Donc, il y a deux périodes. Donc, 2T1 égale 1,0 secondes. Donc, T1, c'est la moitié de 1,0 secondes, c'est 0,50 secondes. Pour la fréquence, en regardant la définition, en tenant compte de la définition de la fréquence, le nombre de motifs élémentaires par seconde, en une seconde, on voit très bien qu'il y a 1 et 2 motifs élémentaires qui défilent. Donc 2 motifs élémentaires par seconde, ça veut dire que la fréquence f est 2,0 Hz. Donc la réponse, c'est que T1 égale 1,0 seconde, T1 divisé par 2 égale 0,50 secondes, et F1 égale 2,0 Hz. Deuxième question, ça va être la même question, sauf que l'on s'intéresse là au signal périodique 2. Alors quelle est la valeur de T2 et de F2? Alors T2, on voit très bien que dans 1,0 seconde, il y a 4 périodes. Vous voyez, 1, 2, 3 et 4. Donc autrement dit, eh bien 4 T2 c'est 1,0 seconde. Donc ça veut dire que T2 est 4 fois plus petit que 1,0 seconde. C'est-à-dire 1,0 seconde divisé par 4 c'est 0,25 secondes. Alors que ici, oui, pour la fréquence, on voit que il y a 4 motifs élémentaires en une seconde. Autrement dit, la fréquence est de 4,0 Hz. T1 égale 1 sur 0,4, 1,0 pardon sur 4 égale 0,25 et F2 égale 4,0 Hz, c'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il y a 4 motifs qui défilent en 1,0 seconde. Dernière question, comment varie T avec F? On voit très bien que lorsqu'on passe du signal 1 au signal 2, eh bien, la période passe de 0,5 à 0,25, donc la période diminue, seconde, oui, la période diminue, et que la fréquence, elle, au contraire, eh bien, passe de 2,0 Hz à 4,0 Hz, augmente. Donc, autrement dit, T et F varient en sens contraire l'un de l'autre. C'est-à-dire que si T diminue, alors F augmente, et si T augmente, F diminue. Alors, on pourrait se poser la question, quelle est la relation mathématique entre T et F? On voit très bien qu'ici, pour passer T est égal à 0,50, T s'obtient en faisant 1 sur F, 1 sur 2. 0,50 égale 1 sur 2,0. T2 égale aussi 1 sur F2, parce que bien 0,25, c'est bien 1 sur 4. Donc, autrement dit, T égale 1 sur F,
ou bien f égale 1 sur t. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est la relation entre période et fréquence. Ça va être très utile dans les exercices. Donc, la fréquence et la période sont liées par l'une des deux relations, f égale 1 sur t, ou bien t égale 1 sur f. Les unités dans le système international, grand T en secondes et f en hertz. Une première question. Un signal sonore a pour période t égale 2,27 millisecondes. Calculez f. Alors, élément de réponse. F égale 1 sur t. Donc, n'oublions pas de convertir t en secondes. On sait très bien que t doit être en secondes. Il est donné en millisecondes. Au dénominateur, nous aurons donc 2,27 millisecondes fois 10,3 secondes. Et on va trouver, en arrondissant comme il faut, avec 3 CS par excès, 441 Hz. Ensuite, question 2. Là, cette fois-ci, ça va être le contraire. On va donner la fréquence et on va demander la période. Et la période, on va la demander en millisecondes, sachant que la fréquence est de 552 Hz. Même type d'exercice, sauf que là, c'est l'inverse. Réponse 2, donc, t égale 1 sur f, 1 sur 552, égale ici 1,81 1,81 10,3 secondes, donc 1,83 millisecondes, avec 3 CS par défaut. Bien, alors maintenant, nous allons introduire la notion d'amplitude d'un signal sonore. Alors, on va essayer d'écouter deux sons, l'un peu intense et l'autre plus intense, et comparer leurs signaux sonores, en faisant en sorte qu'ils émettent des signaux de même fréquence exactement. Alors, voici le premier son, c'est le La3 du saxophone, peu intense. Donc là, ici, vous allez avoir la représentation temporelle, la voici, et on va introduire l'amplitude du signal. L'amplitude du signal, ça va être quoi? Donc, pour introduire l'amplitude, on va mesurer la tension maximale pour le signal et la tension minimale. Donc on va appeler Umax la tension maximale et Umin la tension minimale. Et on va faire la différence. Donc ici, Umax moins Umin. Voilà. À partir de là, on va pouvoir donner la définition de l'amplitude d'un signal. Regardons un petit peu. L'amplitude A d'un signal sonore a pour expression grand A égale Umax moins Umin, c'est-à-dire cette différence-là, divisée par 2. Alors on la met en évidence ici. Voilà, c'est la moitié. Voilà l'amplitude A visualisée sur la représentation temporelle du signal peu intense. On va faire la même chose pour un La3 du saxophone, la même note exactement, mais plus intense. Alors, La3 du saxophone intense. Et là, la représentation temporelle du signal obtenu. Vous voyez que cette fois-ci, l'amplitude a l'air beaucoup plus grande, évidemment. Hein. Donc l'amplitude, on va la mettre en évidence de la même façon que précédemment. Donc on va avoir ici Umax, Umin, Umax moins Umin, et ensuite on va avoir l'amplitude grand A. On voit très bien que cette amplitude, l'amplitude du signal intense, est plus importante que l'amplitude du signal peu intense. Autrement dit, à retenir, plus l'amplitude est forte, plus le signal sonore est intense, et inversement. Bien. Intensité sonore et amplitude d'un signal sonore. Donc, là, définissons ce qu'est l'intensité sonore d'un signal sonore. Donc là, vous avez un émetteur sonore, ici un violon. Le violon, on va le faire jouer. Voilà, donc il émet un signal sonore et de l'énergie sonore se propage jusqu'à la surface d'un détecteur sonore
par exemple, micro, oreille ou autre. On va appeler grand S l'aire de la surface du détecteur, hein, et on va définir ce qu'on appelle alors l'énergie, l'intensité sonore, pardon. Donc, retenons que l'intensité sonore est une grandeur I. On va noter grand I comme intensité, liée à l'énergie sonore, reçue par un détecteur sonore. Par définition, I est égal à puissance sonore reçue par le détecteur, alors une puissance est exprimée en watts, sur l'aire S de la surface ici du détecteur, exprimée en mètres carrés dans le système international, et évidemment l'intensité sonore sera exprimée en watts divisé par mètre carré, c'est-à-dire en watts point mètre moins 2. Plus l'intensité sonore est élevée, plus l'amplitude du signal sonore est élevée et inversement.